Bonjour à toutes et à tous, c'est Ludov, bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à la photographie. Aujourd'hui nous allons voir ensemble la technique de light painting. Donc le light painting, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une technique de photo qui permet d'avoir des traînées lumineuses sur la photographie. Donc vous avez sans doute beaucoup vu ce genre d'image, notamment avec une photo de rue dans laquelle on verrait des traînées rouges et blanches. C'est les feux de voiture qui laissent ces traînées-là, et donc ça s'apparente à la technique de light painting. Donc avant de vous parler un peu plus en détail du matériel et de la technique, on va faire un tout petit point sur l'histoire du light painting, car effectivement ça pourrait s'apparenter à une technique assez récente, mais il y a déjà eu des expérimentations de fait au cours du siècle précédent. Donc je ne vais pas vous faire un cours magistral sur l'histoire de la photographie et du light painting, je vais juste vous mentionner deux noms de personnes à retenir, et je vais vous montrer quelques essais qu'ils ont fait. Donc le premier c'est Man Ray, comme vous le voyez j'ai mis qu'il est né en 1890 et qu'il est mort en 1976. Donc Man Ray était un photographe américain, donc il a lui commencé en 1937 des premiers essais en light painting. Donc ça, c'est les deux photos qu'il a réalisées lors de ces essais. Elles sont connues sous le nom de A Man with Moving Light et Space Writing. Et donc tout ça, il a commencé en 1937. Donc à l'époque, évidemment, c'était pas en numérique, c'était en argentique, mais c'était une technique qui était déjà testée. Une autre personne, si vous ne le savez pas, cela va peut-être vous étonner, car effectivement c'est une personne qui a lancé le mouvement du cubisme en peinture, et effectivement, vous aurez peut-être deviné, c'est Picasso. Donc Picasso, lui également, testait le light painting. Donc c'est vraiment très intéressant les photos qu'il a pu réaliser, je trouve, parce que dans le light painting, vous vous en doutez, il faut quand même avoir une certaine maîtrise du dessin dès qu'on veut faire des illustrations. Et on retrouve vraiment des choses très intéressantes dans les tests de Picasso. Donc là, j'en ai mis deux. J'en ai mis une en noir et blanc, qui est certainement la plus connue qu'il ait fait dans le light painting, et une autre en couleur. Et moi, je trouve vraiment les très très intéressants. On retrouve le style de Picasso en light painting. C'est vraiment un mélange que j'affectionne particulièrement. Donc maintenant, voilà, comme je vous le disais, la parenthèse sur l'histoire du light painting était assez courte. Nous, on va plutôt passer à ce qui va vous intéresser. Donc, on va parler un petit peu de technique et en premier lieu du matériel. Donc, vous vous en doutez, dans le matériel, il faut forcément un réflexe numérique. Donc, réflexe numérique, pas forcément. Un appareil photo numérique, c'est pas plus mal, parce que le light painting, c'est quelque chose qui au départ est assez abstrait et difficile à prendre en main. Donc quand on fait des essais, c'est pas plus mal de pouvoir prendre des photos et de les supprimer. Donc réflexe numérique, oui, mais pas forcément un 5D Mark II ou un appareil très haut de gamme. Un simple appareil d'entrée de gamme fera l'affaire. Et tellement que le réflexe numérique n'est pas quelque chose de vital, on peut en faire avec des compacts numériques grand public, ça peut marcher. La seule difficulté, c'est que pour le light painting, il faut avoir quand même la main sur les réglages, et souvent sur les compacts numériques, ce n'est pas chose aisée. Il faut surtout pouvoir passer en mode manuel, et ça, sur les réflexes numériques, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire facilement. Donc je vous conseille, si vous avez un réflexe numérique, de l'utiliser évidemment. Et pour ceux qui n'en ont pas et qui se décideraient à vouloir passer le pas pour un réflexe numérique, et bien pour des techniques comme le light painting, des simples 1000D pour chez Canon ou 500D, enfin plus exactement 600D maintenant, font très bien l'affaire. Petite parenthèse pour la marque Canon, quand on commence la photo en réflexe numérique, la gamme des 600D convient très largement. Ensuite, un trépied. Alors le trépied, là encore, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. C'est fortement conseillé de l'avoir parce que quand on prend une photo en light painting, souvent on a le décor en arrière-plan évidemment, et ce décor-là ne doit pas être flou. Et sachant que la technique de light painting consiste à laisser l'appareil photo ouvert le plus de temps possible, ou tout du moins le temps nécessaire à réaliser notre effet,
eh bien si l'appareil bouge, le décor sera flou. Donc ça peut être également utilisé dans l'autre sens parce que on a tendance à croire que le light painting c'est l'appareil fixe et une source de lumière qui se déplace dans l'image, mais en fait ça peut être l'inverse. Ça peut être une source de lumineuse fixe et l'appareil qui se déplace autour de cette source ou qui se déplace en fonction de cette source. Donc c'est pour ça le trépied ce n'est pas obligatoire, d'autant plus que souvent on peut trouver des endroits où poser l'appareil. Mais l'avantage du trépied c'est qu'on va pouvoir poser l'appareil là où l'on souhaite, à la hauteur que l'on veut, et ainsi de suite. Ensuite, une télécommande ou un ordinateur portable. Donc j'ai mis ceci, vous pouvez voir que là c'est vraiment facultatif, les deux autres ne sont pas obligatoires mais sont fortement conseillés. Mais là vraiment la télécommande ou l'ordinateur portable c'est facultatif, dans le sens où c'est pour une facilité d'utilisation. Si on a une télécommande ou un ordinateur portable, on va pouvoir déclencher d'une à distance, enfin un peu plus loin que l'appareil, surtout si on a une télécommande infrarouge. Et surtout, le gros point positif, c'est qu'on ne va pas bouger l'appareil au moment où on va exercer en temps normal la pression sur le déclencheur. Parce que si vous prenez par exemple une photo en light painting et que dans le décor il y a des sources lumineuses et que vous appuyez assez fort sur le déclencheur et que le réflexe par exemple est sur un trépied assez fragile entre guillemets qui va bouger facilement, vous allez avoir des petites traînées au niveau des sources lumineuses qui n'est pas très souhaitable. Mais encore une fois, là je mets que c'est facultatif parce que même si nous n'avons pas ces deux dispositifs, eh bien nous pourrons toujours déclencher l'appareil à l'aide du déclencheur à retardement, c'est-à-dire utiliser la fonction 2 secondes, 5 secondes ou 30 secondes, enfin qui permet de déclencher l'appareil au bout d'un certain temps. Donc comme ça vous appuyez au niveau de l'appareil, comme ça vous n'avez pas besoin de télécommande ou d'ordinateur portable pour prendre la prise de vue à distance, et vous n'affectez pas la position de l'appareil au moment du déclenchement. Avec votre doigt, vous aurez juste à attendre que l'appareil se déclenche au moment du retardement. Ensuite, bien évidemment, il faut des sources lumineuses, c'est le principe, enfin tout du moins une source lumineuse minimum. Pour ceci, je vais vous montrer celles que j'ai utilisées pour le tutoriel. Donc j'ai tout d'abord utilisé cette lampe que j'avais eue en cadeau, je crois dans les camions de bricolage qui passent parfois dans les villes ou les villages. Je crois que j'avais eu ça en cadeau et j'ai retrouvé ça et c'est très pratique, notamment pour cette partie-là, la bande lumineuse peut faire des traits très intéressants, vous allez voir lesquels. Ensuite, on peut utiliser ce porte-clés, par exemple, ce style de porte-clés qui ont une petite LED au bout. C'est pratique pour faire des dessins et ça tient bien en main facilement, c'est très maniable. Là, quelque chose qui va y ressembler, j'avais ce stylo qui, au bout, a pareil, une petite LED bleue, et on peut faire des dessins intéressants, mais également un laser. Ça, le laser, c'est quelque chose qui peut être très utile, notamment pour écrire des choses sur un support qu'on prend en photo, tel qu'on s'amuserait avec en plein jour. Et ensuite, j'ai une bête lampe de poche, voilà, pour faire des traits et avoir une lumière plus puissante en fonction de la distance où je suis de l'appareil. Donc voilà les 4 éléments qu'on peut se servir. Donc vous voyez que c'est des choses que vous avez certainement à portée de main, notamment pour la lampe de poche et le porte-clés. Souvent on peut avoir ces choses-là. Pour cette lampe-là, c'est un peu moins évident, mais c'est des choses que l'on peut trouver facilement. Donc ensuite, nous allons parler des réglages. Mais avant de vous parler des réglages, sachant que je ne vais pas faire un cours sur comment régler son appareil en toutes circonstances, je voulais vous attirer l'attention sur le fait que j'avais déjà réalisé un tuto sur la base en photo et les différents réglages et comment ces réglages interagissent entre eux. Donc si vous ne comprenez pas trop les réglages que je vais vous expliquer ensuite et que c'est un petit peu abstrait pour vous car vous êtes débutant en photo, eh ben vous pouvez vous référer à ce tutoriel là où j'explique vraiment normalement tous les réglages et surtout j'ai essayé de le faire d'une façon très comment dire, ludique et telle que je l'aurais fait pour un proche où j'aurais expliqué la photo le plus simplement possible sans vous perdre dans des détails techniques qui parfois peuvent être assez indigestes quand on commence la photo. Alors dans les premières choses à prendre en compte dans les réglages, il y a évidemment l'obturateur. L'obturateur par défaut,
quand on prend des photos en plein jour, il va être autour de 2.8. Alors 2.8, c'est assez grand ouvert, c'est quelque chose qu'on aura plus sur des objectifs euh, un peu plus spécialisés, pas forcément ceux qu'on aura avec les appareils quand on les achète en kit. On va plus être à 5-6, mais voilà, pour vous parler en termes d'ouverture, on va être dans des valeurs assez faibles. Alors que là, nous, ce qu'on va plutôt vouloir, c'est un diaphragme assez fermé, comme ceci, pour qu'il laisse passer le moins de lumière possible, et donc être à des valeurs de 16 ou autour de 22 de valeur. Donc ça va nous permettre un gain de temps qui est nécessaire pour faire la photo et les dessins que l'on veut. Donc gain de temps, c'est la première chose, et la deuxième chose, ça va être la profondeur de champ qui va être plus grande. Ça, c'est quelque chose d'assez pratique, notamment la nuit, parce que souvent le light painting est fait de nuit, et c'est difficile, si on met en extérieur, de faire la mise au point là où l'on veut. Si on est dans une pièce qu'on plonge dans le noir, par exemple, c'est pas très gênant, parce qu'il suffit d'allumer la lumière, on fait notre mise au point, et on éteint, et c'est bon. Mais là, en étant dans des valeurs assez, assez élevées, on va gagner du temps sur l'impression du capteur et l'impression de la lumière sur le capteur. Donc tout ça, je l'explique dans le tuto dont je vous ai parlé précédemment. Je vous fais même des tests avec différentes valeurs de diaphragme pour vous montrer la différence en termes de profondeur de champ. Ensuite, nous avons les ISO. Les ISO, c'est... Alors avant, on appelait ça ASA, on a appelé ça ISO, enfin on peut l'appeler dans les deux termes. C'est ce qui va être la capacité du capteur à vitesse égale et à valeur de diaph égale, ça va être sa capacité à prendre plus ou moins de lumière. Donc là encore, je l'explique dans le tuto précédent, vous le savez peut-être, quand on a des valeurs faibles d'ISO, on va capter moins de lumière, mais l'image sera moins bruitée. À l'inverse, quand les ISO seront très élevés, on va capter plus de lumière avec un temps donné et un diaph donné. Mais par contre, on va avoir plus de bruit à l'image, c'est-à-dire plus de grains colorisés en numérique, en rouge, vert, bleu. En fait, c'est des pixels qui éclatent. C'est un artefact qu'on souhaite éviter un maximum en photo. Donc là, ça tombe très bien. On peut se mettre à 100 ISO, parce qu'à 100 ISO, on va gagner du temps également, parce que forcément, vu que la lumière se capte moins facilement, on va gagner plus de temps. Le gain de temps quand on fait du line painting est quelque chose vraiment à prendre en compte et qu'on va rechercher, parce que le but est de laisser l'appareil ouvert suffisamment longtemps afin de réaliser notre dessin très rapidement. Ensuite, le dernier paramètre, c'est la vitesse. Donc la vitesse, il faut un minimum de 2 voire 5 secondes pour avoir le temps de réaliser un dessin. 2 secondes, si vous vous mettez par exemple sur un pont et que des voitures passent en dessous la nuit, 2 secondes, ça sera suffisant pour avoir des traînées de lumière, s'il y a beaucoup de voitures. 5 secondes, c'est le temps minimal pour faire un dessin tel qu'un smiley, je dirais. Et sinon, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre en pause bulb ou bulbe, qui va nous permettre, si on reste appuyé sur le déclencheur, de laisser ouvert l'appareil tout le temps où on va avoir le doigt sur le déclencheur. Si vous utilisez un logiciel de prise de vue à distance, vous cliquerez sur le déclencheur virtuel pour ouvrir l'appareil et une fois pour le fermer. Et si vous utilisez une télécommande, souvent les télécommandes ont un petit taquet qui va, quand on va l'enfoncer, va nous permettre de laisser l'appareil ouvert le temps qu'on ne remettra pas ce petit taquet ou ce petit loquet dans l'autre position. Donc voilà pour les points techniques, c'est vraiment les principes de base du light painting que je vous ai énoncés, et le matériel nécessaire également. Tout ça, c'est des choses vraiment ultra basiques à savoir. Une fois qu'on sait tout ça, eh ben on va pouvoir commencer à se lancer et faire plein de tests. Donc au début, on fait souvent des petits gribouillages, mais vous allez voir qu'on peut essayer de faire des choses assez précises. Et donc on va commencer tout de suite par une photo que j'ai prise dans un sous-sol et où j'ai souhaité écrire tuto.com. Donc vous allez voir que c'est un peu hasardeux au début, mais on va voir tout ça tout de suite. Et ça, c'est dans la deuxième partie qui va consister à faire la prise de vue. Et ensuite, nous aurons la troisième partie qui, elle, consistera à retoucher les images. Donc je vous dis à tout de suite dans la deuxième partie.